Donc merci de m'accueillir. Je vais vous parler du point de vue du management. Le management, c'est les sciences de gestion. C'est ce qui s'occupe de la finance, du marketing, de la stratégie, des ressources humaines. Voilà. C'est une discipline qui a un gros inconvénient, c'est que ce n'est pas une discipline fondamentale. C'est-à-dire que quand on est en sciences de gestion, on va chercher en psychologie, en philosophie, en sociologie, un peu les courants qui nous semblent importants. L'inconvénient, c'est qu'on risque un peu de butiner. En tous les cas, on n'est pas des experts, et je ne suis pas un expert en psychologie du travail, bien que nous travaillions avec des partenaires qui sont psychologues du travail. L'avantage du management, c'est qu'on s'intéresse aux pratiques. Voilà. C'est qu'on va à la rencontre des personnes, et concrètement, elles font quoi au travail? Du coup, sur ce thème-là, je vais avoir un point de vue un peu décalé, et pas mal décalé par rapport à ce que nous avons entendu hier, puisque je vais vous présenter des résultats de recherche sur le management, résultats de recherche qui proviennent d'enquêtes qualitatives, d'interviews que nous faisons, et d'enquêtes quantitatives, notamment avec l'Institut de sondage BVA. Donc vous allez voir que je vais resituer la question de la qualité de vie dans son ensemble. En tous les cas, je ne vais pas beaucoup en parler au départ. Et je vais surtout introduire la question du travail du manager, qu'on pourrait dire le responsable hiérarchique, qu'on pourrait dire le responsable d'équipe, on pourrait dire l'encadrant, mais par commodité, je vais dire manager, en tous les cas, c'est la personne à qui on a confié par délégation l'animation d'une équipe. Voilà. Alors, oui, pour me présenter aussi personnellement, j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai fait à l'IAE de Paris un master professionnalisant, c'était un DESS à l'époque, en gestion des ressources humaines. J'ai travaillé ensuite pour la grande distribution et dans l'industrie sidérurgique, ce qui m'a amené de Paris à Lille, où j'ai été responsable emploi-formation pendant 5 ans. Et quand j'ai appris que je risquais d'être muté au Creusot, avec ma femme et 3 enfants, je me suis posé une question presque existentielle. Et à l'issue d'un parcours de discernement, je me suis reconverti vers l'enseignement et la recherche. J'ai donc fait une thèse sur l'évaluation des compétences et l'entretien d'évaluation annuel. Et j'ai rejoint une école de commerce qui s'appelle l'EDEC, dans laquelle j'ai été prof, puis responsable hiérarchique de 35 profs pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai voulu rejoindre un public pour lesquels la formation a une question de sens un peu plus indiquée, en tous les cas essentielle. Donc c'était soit les médecins, soit une école d'ingénieurs. Voilà, je voulais être prof, en tout cas faire des interventions. Et on m'a dit, Laurent, à l'ICAM, en tous les cas, on n'a pas besoin de prof, mais il y a un poste à prendre en équipe de direction, c'est maintenant ou jamais. Et en 15 jours, j'ai sauté le pas. Et pendant 10 ans, j'ai complètement abandonné une carrière de chercheur. Et j'ai donc été au sein d'une équipe de direction, ce qui m'a beaucoup appris sur l'obligation de prendre en charge l'ensemble des problématiques d'un site, d'une entreprise, et pas que gérer un département et son équipe. Et il s'avère que l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs généralistes, cherche depuis des années comment être sur la question du sens. Et donc en 2016, nous avons fait le pari qu'on pouvait créer un laboratoire de recherche en management dans une école d'ingénieurs. Voilà, c'est ce qui fait l'originalité. Alors, je vais vous présenter donc rapidement quand même ce labo de recherche original. Et puis, avoir 3 parties pour après vous laisser en atelier. La question quand même, c'est que peut faire un manager? C'est compliqué ce métier, et c'est un métier dont on parle de moins en moins, puisqu'on parle de leader de plus en plus. À la fois dans la littérature de kiosque, de gare, si vous achetez la Harvard Business Review, qui est très généraliste et qui maintenant a changé pour un public lambda, ben vous verrez que le mot manager, le management n'existe presque plus. Et c'est un métier qu'il faut, je pense, remettre à l'honneur et reconnaître toutes les difficultés. Et ce dont il est en charge et les tensions que ça introduit. Ensuite, je vous parlerai du sens du travail. Le sens du travail étant peut-être un modérateur de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que si on introduit le sens du travail, en tous les cas dans les enquêtes que nous avons menées, la qualité de vie au travail est un des éléments qui va rentrer en ligne de compte dans les pratiques de management et dans le sens du travail. Et je terminerai par une conviction personnelle, c'est qu'il est temps de passer
de quitter le management des organisations et le management des hommes pour passer au management du travail. Voilà. Alors, laboratoire de recherche originale, je vais quand même vous parler de la mission de l'ICAM parce que vous voyez qu'on est sur le sens et que ce que l'on vit au travail dépend aussi du sens que les institutions en donnent, plus ou moins fortement. C'est parfois un sens qu'il faut découvrir et c'est parfois un sens qui est clairement affiché. Je vous présenterai quand même les 3 activités de recherche de la chaire Sens et Travail et en 2 mots ce que c'est que de la recherche-action puisque c'est ce que nous menons. Alors la mission l'ICAM est une école d'ingénieurs qui existe depuis 1877, donc ça a plus de 120 ans. Et depuis le début, l'objectif c'est de former des ingénieurs libres, conscients, engagés et acteurs de leur vie. Voilà. Alors ça a été fondé par des industriels et ça a été confié à des jésuites jusqu'en 1980. Donc jésuites, hein, c'est un ordre religieux. Ben, vous en avez peut-être une idée puisque le pape est jésuite dans son parcours. Et donc les jésuites qui ont été fondés par Ignace de Loyola au XVe siècle, en tout cas la communauté jésuite est fondée à cette époque-là, s'est beaucoup investi dans l'enseignement et beaucoup des collèges et d'universités se sont créés puisque l'objectif c'était de donner une formation alors, humaine, humaniste et à l'époque religieuse. Et donc il reste quelques écoles et institutions comme ça en France. L'ICAM en est une. Et vous voyez que depuis presque les origines, l'objectif, ce n'est pas un objectif de formation où les étudiants doivent être capables d'eux, c'est de former des ingénieurs libres, conscients, engagés et acteurs de leur vie. Et donc, on leur offre un parcours d'ouverture au monde avec ce qu'on appelle la pédagogie de la décision. C'est que pendant 5 ans, ils ont tout un parcours d'accompagnement individuel et collectif qui est validé par des ECTS. On les fait sortir régulièrement de leur zone de confort parce qu'ils ont des missions sociales à prendre en charge. Ils ont des projets personnels à réaliser, et notamment, pour ceux qui font la filière prépa intégrée, un expériment, c'est-à-dire qu'on les accompagne pour partir 4 mois dans le monde pour une expérience qui n'est pas professionnelle, avec 2 mois seuls. Voilà, donc ils reviennent en ayant voyagé, là j'en ai eu un qui est parti, il est parti en vélo et sans argent pendant 2 mois, et il a fait de Düsseldorf à l'Espagne. Voilà, donc ils vont chercher leurs limites. Et moi qui étais dans d'autres écoles, je vous garantis que quand ils reviennent, alors les garçons ont tous la barbe qui a bien poussé et le style babacool, mais n'empêche qu'il y a un rapport au monde qui est différent. Et ça, c'est quelque chose de très structurant à l'ICAM et auquel on tient beaucoup. Par ailleurs, ils vivent tous en résidence dans des appartements de 12 personnes. C'est un peu compliqué, mais il y a un enjeu du vivre ensemble. Vous imaginez qu'il faut des personnes qui soient présentes la nuit parce qu'il est arrivé qu'il y ait un seau d'eau qui soit versé dans un ascenseur. Voilà, donc vous voyez, il y a aussi des choses qu'il faut réguler. Et la mixité sociale, puisque à l'ICAM de Lille, nous formons de CAP à Bac+5, avec une école de production, donc c'est des jeunes qui sont en grande difficulté, des BTS, etc. Voilà, c'est pour vous situer d'où je parle. Alors, les 3 activités de recherche sur le thème sens du travail et pratique de management, il y a un premier thème à gauche, là, c'est l'attractivité des métiers. Voilà, parce que nous avons un gros projet qui se termine et qui a été financé par l'industrie des métiers de la métallurgie. Une deuxième, et ça c'est depuis les origines, c'est le sens du travail et des pratiques de management, et vous voyez ce pas sur la Lune parce qu'on est sur la question de l'empreinte. Finalement, on parle beaucoup d'empreinte écologique et d'empreinte digitale. Mais finalement, quelle trace laisse le manager auprès de ses collaborateurs? Se poser la question, c'est la question du sens, pour retrouver peut-être une liberté d'être soi-même, alors qu'en tous les cas en management, on est beaucoup formé à la méthode américaine. Dans les écoles de commerce, on forme beaucoup sur des méthodes et des outils, et réintroduire la notion d'empreinte, c'est peut-être de se dire, mais voilà, si avec ces méthodes et ces outils, je prends un peu de recul, qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Et en fait, la question du choix et de la décision, ça c'est lié à mon parcours de recherche. Je vais vous en dire quelques mots en plus. Donc la question principale, c'est quel sens les dirigeants et les managers donnent-ils à leur travail? Ça a démarré par des interviews de 12 dirigeants, 10 bâtisseurs de sens, et nous avons interviewé leurs collaborateurs directs, parce que quand vous faites des interviews de recherche qui durent 1h30, il est clair que les personnes peuvent vous raconter une histoire. Donc on enregistre, on analyse le verbatim, on essaye de comprendre.
mais c'est très difficile de pouvoir essayer de comprendre l'empreinte que laisse un dirigeant. Et du coup, on a demandé de pouvoir interroger pour chacun 3 ou 4 personnes qui travaillent avec eux ou avec elles. Voilà. Je me souviens entre autres de Jean-Paul Bailly, qui a été le patron de la Poste, plus de 300 000 personnes dans les années 2000-2010. Ben, la question de l'empreinte, il a participé à la transformation de la Poste avec la Banque Postale, entre autres, dans ces années-là. Et puis, ben, malheureusement, il y a eu la vague des suicides, France Télécom, mais aussi à la Poste. Et donc, quand on est sur la question de l'empreinte, on peut se dire, mais quelle empreinte laisse un dirigeant? Et du coup, nous avons précisé les choses, c'est qu'on est sur l'empreinte du travail sur les collaborateurs directs. Voilà, mesurer l'empreinte, c'est aussi s'intéresser à la question du travail. Et nous avons interrogé des personnes qui ont travaillé avec Jean-Paul Bailly. Et quand vous apprenez que ben, Jean-Paul Bailly passait 20% de son temps tous les lundis à être disponible auprès des siens, entretien individuel le matin avec le comité exécutif, déjeuner ensemble, et équipe de direction l'après-midi, il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui passent toute une journée complète avec les siens. Et quand vous étudiez le responsable de la stratégie qui vous dit que Jean-Paul Bailly, parfois le dimanche, lui envoyait des textes pour réfléchir à certaines choses, voilà, était sur des enjeux de société force, qui est un peu quand même son travail, vous réalisez la question de l'empreinte. Alors, ce qui n'est pas sans poser des difficultés. Donc nous avons fait ça auprès de 12 dirigeants, et c'est le livre Bâtisseurs de sens. Un doctorant qui maintenant a soutenu sa thèse s'est intéressé aux start-up, aux créateurs de start-up, sur le sens du travail. Et nous avons un collègue à l'ICAM à Toulouse qui est sur l'intelligence artificielle au travail. Voilà. Ensuite, comment améliorer l'attractivité des métiers de l'industrie? Donc ça, c'est financé par l'industrie des métiers de la métallurgie. Et nous avons fait une grande enquête sur la motivation et l'attractivité des métiers auprès des jeunes. Et donc, nous avons fait des interviews de collégiens et de lycéens, puis une enquête auprès des parents, 2000 parents qui ont des enfants de 11 à 18 ans et des jeunes de 18 à 25 ans. Et nous venons de terminer par un jeu de société sur l'industrie pour les curieux. Vous voyez que, après, il y a un deuxième point qui est plus lié à mon travail de recherche, c'est sur les capacités de discernement. Voilà. Notamment, il y a eu plusieurs livres, donc les 2 derniers, c'est Apprendre à choisir, puisque c'est un vrai sujet en management, et L'art de choisir avec Ignace de Loyola, qui a été le fondateur des Jésuites. Je vous montrerai en tous les cas dans cette présentation 2 grandes enquêtes que nous avons faites, notamment une que nous appelons le dessous des cartes. C'était en octobre 2019, juste avant le confinement, sur le sens du travail et les pratiques de management. On fait de la recherche-action, c'est-à-dire qu'on intervient dans les entreprises et dans les organisations en interviewant les personnes, et donc ça produit des changements, parce que quand vous interviewez plusieurs personnes, ça les aide à prendre du recul. Et on est actuellement notamment dans une usine qui fabrique des flacons pour l'industrie du luxe. Tous les parfums que vous achetez sont fabriqués là-bas. Et pendant 3 ans, on interviewe des personnes. Nos partenaires sont HEC Montréal avec Estelle Morin, qui est psychologue du travail en management, l'Institut de sondage BVA, le CNAM à Paris, puisqu'une doctorante vient de nous rejoindre, un laboratoire de recherche en économie comportementale, un think tank et l'UIMM. Et finalement, les 3 mots-clés, c'est l'empreinte du travail, management et solidarité qui guident ce travail de recherche. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc, qualité de vie au travail et conflit de valeurs, le rôle du manager. Que peut-il donc faire? Je vais vous dire assez rapidement, pour resituer les choses, pour dire que c'est quand même un métier à part entière, qu'on a oublié, mais qui est difficile, qu'il y a des pratiques de management qui sont mises à l'épreuve, et il y a des écarts de perception importants entre la perception qu'a le manager du travail qu'il fait et de la manière dont c'est perçu par ses collaborateurs. Vous parlez quand même du bien-être et du mal-être au travail, hein, ça a été évoqué hier, c'est quand même les critères en psychologie du travail, et quels peut être ces leviers d'action. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour faire un peu de lien avec la conférence d'hier, hein, il était évoqué plutôt vers la fin comment mesurer la reconnaissance à travail. Il y avait ce que l'entreprise peut reconnaître, hein, ça a été évoqué, ce que le supérieur hiérarchique peut reconnaître, et les collègues. Là, je me concentre essentiellement sur la relation entre supérieur hiérarchique et collaborateur, relation de part et d'autre. Alors, il a été évoqué hier, considération
féliciter, remercier, encouragement, écoute, autonomie et autres. Moi, je ne vais pas du tout rentrer dans ces considérations de la reconnaissance. Vous verrez apparaître la reconnaissance comme étant un des ingrédients et vous allez découvrir que finalement, peut-être, la question de la qualité de vie au travail procède d'un ensemble et que sans doute nos convictions, c'est dans des situations concrètes que se créent des tensions et qu'on y retrouve plus ou moins un équilibre de qualité de vie au travail. J'évoquerai donc en tous les cas un point qui a été mentionné durant le débat, mais en tous les cas la place des bénéficiaires de ce que l'on fait, que ce soit des clients qui payent ou des bénéficiaires, comme les étudiants par exemple. Vous êtes des bénéficiaires de formation, et si c'est vos parents qui les payent, on va dire que c'est plutôt les parents qui sont les clients. On évoquera ça, et on évoquera aussi la question de la qualité de ce qu'on produit. Il était évoqué hier qu'un des leviers pouvait être le management et les ressources humaines. Donc là, vous approfondirez un peu plus les choses. Alors, un métier à part et difficile. Voilà, depuis 20 ans, que ce soit dans la littérature et que ce soit même la littérature académique, il y a une disparition progressive du terme management. Le métier de manager est apparu clairement, notamment avec Peter Drucker, puis Henri Mintzberg, où des choses ont été évoquées, et j'y reviendrai. Et puis dans les années 70, ça a été vraiment stabilisé, et puis ça a progressivement disparu, et presque complètement depuis les années 2000, où on parle de leader. Je vous le disais tout à l'heure, dans le labo de recherche, on a des élèves ingénieurs à temps plein, puisqu'en 5e année, ils n'ont pas de cours et ils rejoignent des projets industriels ou des projets de recherche. Là, donc ils sont 6 actuellement à travailler à temps plein, et ça fait 15 jours qu'ils font une revue de littérature de ce qui sort dans la presse qu'on découvre tout le monde, ou dans la presse plus spécialisée, et c'est quand même étonnant quand vous prenez ce que je vous disais de la presse de gare qui se dit spécialiste, vous y découvrez que ce terme manager a disparu, et quand vous comparez des livres d'enseignement au management, et notamment des gros livres que vous avez dans les MBA, des livres anglo-saxons, eh bien si vous comparez la version 2007 et la version 2019, clairement dans le sommaire, en 2007, il y a le métier manager, dans la version de 2019, il n'y a plus le métier manager. On passe sur le leader. Alors plusieurs raisons à cela. Dans les grands groupes, les personnes ont quand même beaucoup évité à employer ce mot manager ou même responsable hiérarchique ou responsable d'équipe, parce que derrière, ça donne l'impression qu'on n'a pas de travail et qu'on s'occupe du travail des autres. Ensuite, c'est un travail qui est souvent critiqué. Et c'est un métier à part, parce qu'en fait, ce métier-là, il s'agit de construire soi-même ses modalités de travail. C'est un des rares métiers où, par exemple, si vous êtes aux achats, forcément, vous vous intégrez dans un processus avec des fournisseurs. Ce processus est très présent. Si vous êtes dans la maintenance et dans l'industrie, si vous êtes technicien de maintenance, il y a un processus. Si vous êtes dans l'informatique, il y a un processus qui est fort et vous intégrez là-dedans. Quand vous êtes dans l'animation d'équipe et le management, certes, vous avez la gestion des ressources humaines qui introduit des dimensions collectives, le recrutement, la rémunération, la formation, les relations sociales. Mais quand vous êtes manager responsable d'équipe, quand vous prenez vos équipes, c'est vous qui voyez comment vous créez vos propres réunions, la rencontre individuelle avec chacun. Vous êtes présent à une réunion et puis vous décidez de ne pas y être. Là, vous avez une très forte alchimie. Et par ailleurs, c'est un des métiers où la relation avec les autres est des plus importantes. Alors, même quand il n'y avait pas de mail, mais maintenant qu'il y en a, c'est là où vous avez le plus d'interactions avec des demandes internes et externes de relations et avec l'extérieur. Hier, il était évoqué la télépression. Voilà. C'est clair que c'est un vrai sujet, et je vous garantis que moi j'étais en équipe de direction, j'ai encadré 3 équipes. À partir du moment en 2016 où j'ai rejoint la chaire, je devenais un expert, la boîte mail s'est vidée. Et du coup, il y a beaucoup moins de choses à gérer, mais vous êtes sur tous les fronts. Donc du coup, vous voyez apparaître, alors ça existe aussi, en tous les cas moi je l'ai vécu dans les écoles et peut-être à l'université, vous pouvez avoir ce qu'on va appeler des managers tableurs. C'est-à-dire que vous avez des indicateurs, vous avez 30 personnes et vous allez gérer avec des indicateurs et vous devez être beaucoup moins présent sur le terrain. Voilà. Donc plein de raisons qui font que ce métier disparaît. Et puis dans l'industrie, il y a les cadres supérieurs, il y a les cadres intermédiaires et il y a les responsables d'équipe, dont on ne donne pas toutes les responsabilités du responsable d'équipe et du manager. Donc, quand vous revenez aux sources, et là c'est un article de recherche anglo-saxon dans une des plus grandes revues américaines, le Journal of Academy of Management,
vous découvrez quand même ce qu'ils nous disent, c'est qu'un manager a 4 activités principales qui sont l'atteinte d'une performance collective. Voilà, le manager, il est quand même là pour mobiliser ses troupes individuellement et collectivement. 2, la question de la motivation individuelle et collective. Les contreparties du travail, parce qu'il est nécessaire et il est même un peu obligé de parler des contreparties matérielles et immatérielles. Alors on parlait hier de rémunération, mais il y a tout le reste. Hein. Vous avez la flexibilité du temps de travail. Je me souviens, là on a fait une grande recherche dans l'industrie, et dans l'industrie vous avez des postes. Ben, je me souviens de l'interview d'un responsable d'équipe opérationnelle, et donc il travaille de temps en temps le matin, de temps en temps l'après-midi, de temps en temps la nuit. Si jamais il y a un besoin de quelqu'un pour ses enfants, et ben, il va dire au coude vas-y, on va se débrouiller, les autres sont solidaires. Je ne sais pas si c'est forcément su, c'est su au pointage, parce qu'il faut pointer pour les machines et pour mesurer l'efficacité des choses. Mais ce qu'on entendait, c'est que si jamais il y a besoin de se mobiliser le samedi et qu'il faut venir en plus parce qu'il y a une urgence, et ben ses collègues viennent. Parce qu'il introduit une contrepartie et une souplesse en prenant en compte les besoins des autres, qui fait que ça crée vraiment une forme de particularité de ce manager qui va ensuite poser des problèmes aux autres, puisque lui il le fait et d'autres ne le font pas. Donc vous imaginez quand vous êtes en poste 3-8, que certains le font ou pas, c'est des vrais sujets. Donc la contrepartie du travail, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi dans finalement la flexibilité. Et nous on l'a vécu avec le télétravail qui a ouvert une porte sur une contrepartie, on a pu se dire génial, mais quand on voyait les contraintes que ça produisait pour certains, ça a accentué de la lourdeur. Et la mobilité et la carrière, parce que finalement, une personne qui travaille avec vous, elle n'est quand même peut-être pas destinée à être avec vous pendant 40 ans, que ce soit vous qui partiez ou la personne qui bouge. Et il y a un vrai sujet, c'est comment tu vois la suite. En tout cas, ça fait partie du manager de pouvoir évoquer cette question-là. Et du coup, on voit que ces questions de performance, de motivation, de contrepartie du travail et de mobilité et carrière sont en lien avec la gestion des ressources humaines, qui, elle, s'occupe d'un processus collectif qui va de l'emploi, le recrutement, jusqu'au départ. Alors, quelques résultats. Donc, nous avons fait, c'est la particularité de la chaire, hein, c'est de vouloir amener des données quantitatives importantes et donc de faire un partenariat avec un institut de sondage, ce qui n'est pas du tout habituel pour des chercheurs, puisque on n'a pas les types d'analyse, les mêmes types d'analyse de données, mais on a même quand même voulu ça. Ce qui a le gros mérite, c'est qu'on a des échantillons représentatifs. Et donc en 2019, là, on a réussi à financer une très grande enquête où il y a eu, donc alors c'est des entreprises françaises privées de plus de 50 salariés, donc ce qui fait que pour ceux qui travaillent dans l'université, là, vous n'avez pas des réponses qui vont correspondre à ce que vous faites, mais il n'empêche que ce sont des sujets qui ont été abordés avec des résultats et que tout à l'heure dans les ateliers, vous pourrez reprendre ces thèmes-là pour pouvoir échanger entre vous. Donc nous avons interviewé 1487 répondants de chefs d'entreprise à opérateurs, voilà, 436 dirigeants et managers, 1051 collaborateurs. Et nous avons un grand nombre de questions. Pourquoi je vais travailler? Donc à la fois les efforts au travail, le sens du travail, c'est le sens du travail que je fais, et le sens au travail, c'est le fait d'avoir des relations grâce au travail, qui peuvent être une des motivations du sens au travail, et de voir comment les gens considéraient leur travail, soit comme un emploi, pour gagner de l'argent et bien vivre, soit comme une carrière ou une vocation. Ensuite, on a voulu s'intéresser aux effets du travail. Dans quelle mesure les personnes s'engagent, le bien-être et la détresse psychologique, le bienfait du travail et les méfaits du travail sur les émotions et les réactions face au stress. Ensuite, comment sont perçues les pratiques de management. Et enfin, quelle est l'importance du travail dans l'existence? Petit sondage que je ne vous fais pas faire, mais quand on demande aux répondants de classer par ordre d'importance la vie personnelle, la vie associative et citoyenne, le travail et la famille, eh bien, vous voyez des écarts intéressants. Notamment, la question du travail peut venir à égal niveau, voire un peu supérieur pour les postes de direction et d'encadrement supérieur, alors qu'en dessous, ça passe après, notamment la famille. C'est quand même important parce que les hiérarchiques d'encadrement supérieur qui viennent voir leurs collaborateurs ont sans doute dans leur tête, en tous les cas moi je l'ai eu, et l'enquête m'a fait du bien, je l'ai eu, c'est de me dire voilà, s'il y a un effort à faire, est-ce que tu peux venir plus tard, rester, etc. Et parfois j'étais surpris que les personnes me disent mais non, je suis désolé, c'est pas possible, mais là je peux pas. Et je me disais mais zut, il faut une flexibilité. Ben oui, mais quand vous voyez ça, ça veut dire que la place du travail dans l'existence n'est pas la même.
et que donc il faut aussi parfois composer avec ça, parce que selon nos formations, nos univers et l'importance qu'on accorde au travail, on ne va pas la mettre en même priorité. Alors, je vais donner quelques résultats d'enquête. Alors, on a questionné 20 pratiques de management. Il y a 2 choses qu'il faut vraiment retenir comme difficulté majeure d'écart de perception. Quand vous interviewez les managers, les encadrants, sur notamment est-ce que vous gérez correctement les tensions et est-ce que vous expliquez à quoi va servir le travail, il y a un énorme écart de perception entre celui qui encadre, le manager, et les collaborateurs. Et à l'inverse, il y a très peu d'écart de perception dans la liberté qu'il m'est offerte et que je lui offre pour faire son travail, et l'autonomie qu'il m'est donnée et qu'il me donne. Alors je vous montre, alors malheureusement c'est un peu flou parce que je ne suis pas parti avec le bon ordinateur, donc je vous montre et quand même je vous l'illustre. Vous voyez, en rouge, c'est la perception des collaborateurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'enquête, sur les 1400, les gens qui répondaient, soit c'était des non-encadrants, du tout, soit des experts de haut niveau, soit au premier niveau opérationnel, soit c'était des managers. Et quand c'était des managers, certains étaient routés sur les réponses comme collaborateurs et N-1 du manager, et d'autres étaient directement guidés sur manager. Donc vous voyez qu'en rouge, 30% des collaborateurs, qu'ils soient opérationnels ou experts, ou managers intermédiaires, vont dire « ils gèrent les tensions avant qu'elles dégénèrent en conflit ». Alors qu'en bleu, celui qui a un rôle de manager va dire « oui, je gère les tensions avant qu'elles dégénèrent en conflit ». 30 points d'écart, c'est quand même beaucoup. Voilà, vous pouvez le dire comme on veut, enfin, quand on a vu ça, on a essayé de se dire ou autre. Alors, on peut avoir des biais, vous pouvez dire, allez, ok, il y a 15 points d'écart de biais, parce que quand on répond, il y a toujours des biais, bien sûr, je suis manager, donc je vais dire que je gère les tensions, etc. Mais allez, enlevez 10 points là. On est quand même à 50% qui vont dire je gère. Voilà, en tout cas, on a un écart très important. Et il prend le temps de nous expliquer à quoi va servir notre travail. Vous avez aussi 32 points d'écart. Si on regarde ce qui est en rouge, vous voyez qu'après arrive, il prend le temps de nous expliquer les décisions quand on est collaborateur. Il s'assure des occasions de nous accomplir dans notre travail. Et on se rapproche un peu de qualité de vie au travail. Il nous encourage à développer nos compétences. On n'est pas encore à la majorité. Nous discutons ouvertement de nos opinions pour prendre des décisions ensemble. Il nous aide à avoir confiance dans notre capacité à résoudre les problèmes. Il veille sur le bien-être des membres de notre équipe. Vous voyez l'écart? Il nous donne des ressources suffisantes pour atteindre nos objectifs. Et si maintenant on passe d'un cran, en démarrant du bas, il nous donne de l'autonomie pour faire notre travail. Il n'y a quasiment pas d'écart. C'est-à-dire que quand même, on perçoit que quand il faut y aller, il faut y aller. Et au-dessus, il nous laisse la liberté de faire notre travail de façon la plus efficace possible. Voilà. Alors, il faudrait intégrer le nombre de personnes encadrées, parce que pour l'avoir vécu, c'est clair que quand j'étais manager ou hiérarchique de 35 profs sur l'île et Nice, je laissais de l'autonomie. Si je suis prof de 4, je peux avoir tendance à m'y coller un peu plus. Donc, le facteur déterminant peut être le nombre de personnes encadrées. Le travail que nous faisons respecte les valeurs humaines. Vous voyez, on était sur manager et valeurs. Ben, globalement, on n'est quand même pas trop loin. C'est globalement. Voilà, là, on est encore dans des moyennes. Voilà, donc en fait, quand on est en management, voilà quelles sont les 20 pratiques de management que nous étudions. Et vous voyez que c'est très en lien avec la psychologie du travail. On pourrait dire aussi la sociologie du travail dans des logiques d'acteurs et avec des questions philosophiques. C'est pour ça que la qualité de vie au travail, ou finalement le bien-être, va dépendre de beaucoup d'ingrédients. Et c'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que le manager, il est là face à des situations de gestion et à des situations de travail. Alors, je vais vous donner un autre exemple aussi, quand même pour vous montrer un des gros résultats de cette enquête. On a essayé de mesurer, et vous le voyez bien, c'est la convergence, les écarts entre chefs d'entreprise, cadre supérieur, cadre intermédiaire et non encadrant, parce que c'est quand même un vrai sujet. Et donc, il y a des écarts très très différents de perception. On est plus ou moins en phase selon le niveau hiérarchique. Et je vous vais l'illustrer avec le management par objectif. Alors, le management par objectif, on pourrait dire que c'est
une des grandes réussites et une des grandes limites de l'enseignement en management, puisque ça a été théorisé, hein, les sciences de gestion et le management datent de l'après-guerre, hein, avec Herbert Simon qui a développé des recherches sur la rationalité limitée et comme quoi les personnes trouvent toujours des espaces pour faire leur travail. Donc le management date de cette époque-là, et le management par objectif, très enclin de l'approche anglo-saxonne, on pourrait dire que c'est ce qui reste dans les organisations, parce que pour qu'une organisation fonctionne, eh bien, ceux qui sont actionnaires ou ceux qui les dirigent fixent des objectifs, et ces dirigeants peuvent les décliner auprès de l'encadrement supérieur qui les décline par eux-mêmes. Et vous allez voir en illustrant là-dessus, mais c'est ce qu'on repère, c'est qu'en fait, chef d'entreprise, qui n'est pas du tout le même métier que manager, et cadre supérieur sont plutôt très en phase. Mais cadre supérieur et cadre intermédiaire, il y a un gros écart. Je vous le prends ici et je vous le commente. Comment votre responsable direct N+1 manage-t-il le travail de votre équipe? Donc c'est une des questions des 20 pratiques de management de tout à l'heure, où pour certaines d'entre elles, on a testé des écarts importants. Alors vous avez la moyenne ici à gauche, c'est-à-dire que 50%, et c'est pas mal par rapport aux résultats de tout à l'heure, hein, vont dire il définit clairement les objectifs qu'il faut atteindre comme collaborateur, et les managers en rouge, 72% en moyenne vont dire je définis clairement les objectifs qu'il faut atteindre. Mais quand vous allez par catégorie, vous réalisez que le chef d'entreprise et son équipe de direction, c'est en cadre supérieur, sont assez en phase, et moi je l'ai vécu. Hein. Quand je suis passé en équipe de direction, le fait que toutes les semaines vous travaillez ensemble et que vous venez vous voir souvent, ça crée de la régulation et vous prenez en compte des enjeux, et il y a une très forte congruence et proximité, et vous le retrouvez sur plein d'indicateurs. Par contre, l'écart de 37 points entre cadre supérieur et cadre intermédiaire est très significatif là aussi. C'est-à-dire que le cadre intermédiaire passe au niveau opérationnel de la mise en œuvre, c'est compliqué, surtout si le cadre supérieur n'accède pas au travail réel. Voilà, il y a un gros sujet en management, c'est que vous devez prescrire le travail, vous avez des fiches de poste, des référentiels de compétences, en tous les cas, même si vous n'en avez pas. Je prends l'exemple sur, vous prenez une personne qui vous aide pour le ménage chez vous, ben vous avez plusieurs possibilités. Hein. Vous avez des personnes qui font une liste et qui vont faire des tâches à faire, il faut faire ça, 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 on est le travail prescrit, mais vous ne vous rendez pas forcément compte le travail réel qu'il faut faire. Hein. Je me souviens d'un exemple de société qui envoyait des personnes pour aider pour le ménage, et c'était une personne âgée, et la personne âgée était très contente, mais ceux qui manageaient la femme de ménage réalisaient en fait qu'elle ne faisait pas du tout le même métier, puisque le ménage était fait dans l'appartement de la personne âgée, et ce qu'elle faisait tout simplement, c'est qu'elle faisait semblant de faire le ménage parce que la personne âgée avait envie de discuter. Et elle avait compris que dans son travail réel, il fallait accepter qu'elle soit là. Voilà. Donc cette question-là est un vrai sujet pour l'encadrement supérieur. Dans quelle mesure vous pouvez descendre pour comprendre le travail réel? C'est un vrai sujet. Donc je pense que c'est une des causes qui explique l'écart. Par ailleurs, il est clair que depuis 20 ans, les cadres supérieurs se sont beaucoup formés dans des métiers de management, dans la stratégie. Hein. Depuis les années 2000, les modèles économiques bougent beaucoup, il faut être de plus en plus agile, il faut repenser les stratégies d'entreprise, le digital est arrivé par là. Et donc, pouvoir penser les choses, les dire, les expliquer, avoir ce langage de stratège et aussi opérationnel. Sans doute, il y a des pratiques langagières et des discours qui sont plus faciles à manier quand on est cadre supérieur et plus difficiles à reprendre quand on est cadre intermédiaire. En tous les cas, ça confirme qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Et vous voyez qu'il y a aussi un écart de cadre intermédiaire à non encadrant. Alors, redonnons quand même aux chefs d'entreprise toute la difficulté de leur métier, vous allez voir. On va rentrer sur les effets du travail. Et le bien-être et le mal-être psychologique n'est pas du tout le même selon sa position dans l'organisation. Vous voyez là, depuis un mois, avez-vous réussi, c'est donc depuis un mois dans la question, à vous concentrer, à prendre des décisions, à affronter les problèmes, à prendre du plaisir au travail, à être en forme. Vous voyez que c'est les cadres supérieurs qui ont la plus grande surface, que c'est les non-encadrants et les chefs d'entreprise qui ont la surface la moins importante.
sur le bien-être psychologique. Et si vous allez sur la détresse psychologique, j'ai été incapable de surmonter les difficultés, j'ai perdu confiance dans le moi, j'ai senti que j'étais dévalorisé, je me suis senti malheureux ou déprimé, j'ai eu des troubles du sommeil, stress et pression, là vous voyez ce que c'est que le métier de chef d'entreprise. Ils sont quand même vraiment seuls face à certaines décisions. Et vous voyez que les non-encadrants sont ceux, pour le coup, qui, en moyenne, peuvent être le moins dans la détresse. Voilà. La gestion des pressions et des tensions sont différentes. Alors, quels peuvent être ces leviers d'action ? Et ça va répondre à une des questions qu'il y a eu hier dans la salle, c'est que on a voulu mesurer, reprendre les choses au point de départ. C'est-à-dire, que fait un manager avec ses équipes ? Dans tous les cas, par délégation, il est quand même en charge qu'une offre de produits ou de services se décline correctement pour que l'institution soit dans une performance et que les équipes soient dans une performance, et de plus en plus de donner du sens. Alors, soit le dirigeant va le faire et vous avez les entreprises à mission qui vont dire que la raison d'être de Danone, c'est l'alimentation orientée santé. La raison d'être des associations humanitaires, ça coule de source. La raison d'être des universités, c'est un savoir globalisant pour la formation humaine. Enfin bref, on pourrait le décliner de différentes façons. Donc, parfois, c'est naturel dans l'institution parce qu'elle est portée par une raison d'être. Parfois, ça ne l'est pas et les entreprises privées essayent de plus en plus de les trouver. Et du coup, comment s'aborde le travail à partir de l'offre de produits et de services et la construction de sens quand on est manager ? Et c'est là où vous trouvez la notion d'empreinte et vous voyez qu'on dessine finalement les deux pas d'une empreinte. Certes, vous travaillez pour l'offre de produits et de services. Ça veut dire que quand même, dans l'institution, quand vous êtes manager, dirigeant et manager, vous êtes sacrément concerné par la satisfaction du client. Il ne faut pas trop en faire. Et ce n'est pas le client qui dicte la loi. Mais si vous voyagez en low cost, dans un avion et que vous allez pas cher à Barcelone, vous savez ce à quoi vous attendez et ceux qui vous servent vont vous dire « ben non, si vous voulez avoir du champagne ou du jus d'orange, je suis désolé, mais vous payez ». Donc on étalonne la question de la satisfaction du client selon le produit et service. Et c'est une des préoccupations du manager. Il est aussi très impliqué dans les innovations technologiques, organisationnelles et sociales. Alors hier, on parlait de l'accord sur la qualité de vie, l'accord ANI, c'est ça ? L'ANI, c'est une innovation sociale avec un accord. Vous avez des innovations organisationnelles. Enfin, nous, à un moment, on est passé, l'ICA, on est passé sur Google. Tout d'un coup, on a eu des agendas partagés. C'est-à-dire qu'on a quand même gagné du temps. Et vous allez pouvoir des innovations technologiques. Et les innovations technologiques, maintenant, on est quand même tous à l'aise, y compris nos parents, voire les grands-parents des enfants, sur faire des visioconférences. En 2019, c'était quasiment impossible, quoi. Et ensuite, se positionner face à la concurrence, il est clair que, y compris dans les universités, on a certains masters, on n'en a pas d'autres. On est dans telle région, donc on privilégie telle chose. Voilà. Et la construction du sens, on pourrait dire, elle est plus ou moins facultative, mais finalement, elle nous rattrape. Soit c'est une volonté prise en main par l'institution et par le manager, et donc il se mobilise sur la mission de l'entreprise, de l'institution et sa raison d'être. Il peut être au service des collaborateurs, c'est ce qu'on va appeler le servant leadership. Et dans l'enquête bâtisseur de sens que nous avons faite, j'en ai rencontré un, j'en revenais pas, chez Renaud à Douai. Il est vraiment au service des collaborateurs. Il a inversé complètement les choses, à tel point qu'en équipe de direction, il défendait vraiment bien les siens et parfois il disait pas qui c'était, et il avait des initiatives qui dérangeaient, parce qu'il était d'abord au service. Voilà. Donc ça, c'est tout un courant de managers qui se mettent au service avant tout. Et puis on est de plus en plus sur le partage des sources communes à l'humanité, que ce soit, par exemple, on pourrait dire sur la question de l'enseignement des savoirs, peut-être qu'un jour des citoyens de Dijon pourraient être invités à participer à des cours en master selon des modalités à voir et qu'on pourrait avoir des tranches d'âge, alors peut-être pas en master, mais en tout cas avec la psychologie du travail, pour certains sujets, il pourrait y avoir des ados qui viendraient, puis des personnes âgées ou autres. Enfin, vous voyez, quand on est partager des ressources communes à l'humanité, la question du savoir ou la question, par exemple, de l'écologie sont des vrais sujets. Vous avez une usine qui déverse des produits soi-disant non polluants dans une rivière. Est-ce qu'éventuellement on ne peut pas
récupérer de l'eau de pluie pour que ces produits soient moins polluants. Enfin, voilà. Donc c'est aussi des vrais sujets qui fait que soit l'institution et les managers prennent cette question du sens par le bras, ou alors, de leur côté, sont obligés de le prendre parce qu'il y a des vraies questions de société. Et du coup, les 3 leviers les plus homogènes, quel que soit le niveau hiérarchique dans l'entreprise, ce qui ressort en premier, c'est la qualité des produits et des services, la satisfaction de la clientèle et la qualité de vie au travail. Voilà ce que donnent les résultats. À la question, voici une liste de motifs qui pourraient vous inciter à investir des efforts dans votre travail. C'est-à-dire que les personnes qui étaient interviewées faisaient déjà un travail, elles sont toutes. Vous êtes prêts à faire un travail, pourquoi? Et ils ont répondu, et vous avez des éléments qui sont de l'ordre de l'entreprise, réputation de l'entreprise, contribution de l'entreprise à la société, développement régional, développement de l'entreprise, mais vous avez aussi des choses qui sont de l'ordre des produits et des services, et puis aussi des choses qui sont liées aux ambiances de travail, la justice sociale, la rigueur morale des pratiques de management. Et vous découvrez quoi? Je vous ai mis les résultats que des cadres supérieurs et des non-encadrants. C'est quand même ce qui sort en premier, pour lesquels on est prêt à faire des efforts, c'est la qualité des produits et des services et la satisfaction de la clientèle. Arrive ensuite, comme étant très homogène, qualité de vie au travail. Mais ce n'est pas le premier. Voilà. Pour ce qui a le plus d'effet sur l'engagement et le sens du travail. Alors, quand j'ai présenté ça à des dirigeants, ils étaient ravis. Ils disent, mais en fait, on ramène tout simplement le travail de base et l'entreprise libérée, voire pour certains, disait la qualité de vie au travail qui est une fin en soi, il faudrait que, ok, c'est un levier, et on resitue des pratiques et des manières de vivre le travail, disait-il, à leur juste niveau. Donc, dans cette grosse enquête que vous pouvez consulter sur le site internet de la chaire, on a fait un rapport académique avec Estelle Morin qui est aussi sur ResearchGate. Vous avez toute une analyse très précise de 200 pages des résultats, et je vais vous citer, en tous les cas, et ça nous permet de passer à la deuxième partie, le sens du travail modérateur de la qualité de vie au travail. Voilà, je vais démarrer par là, c'est quel est l'effet de la qualité de vie sur l'expérience du travail? Comment voir le sens du travail et la qualité de vie? Je pense que c'est une alchimie très personnelle. Et enfin, que peut-on dire de la qualité de vie au travail au début, avant de travailler, quand on travaille et après? Donc voilà un extrait du rapport qui pour moi et pour nous est très important. C'est la satisfaction de la clientèle et la qualité des produits et des services qui agissent comme un véritable stimulant, l'effort, pour l'ensemble des participants, suivi par la qualité de vie au travail. C'est les 3 leviers sur lesquels on joue. Donc ça veut dire qu'en fait, on a introduit quelque chose quand même assez rassurant et simple en management, qui est de dire, attendez, on se mobilise tous sur satisfaction de la clientèle, satisfaction des étudiants, satisfaction du personnel administratif. Avec les biais que ça, parce que, en tout cas dans les écoles, on est facilement évalué avec des questionnaires pour savoir quel est le niveau de satisfaction des coûts. La qualité des produits et des services et qualité de vie au travail, vous êtes assuré que l'engagement, ça a le plus d'effet, alors ce n'est pas corrélé, mais ça a le plus d'effet sur l'engagement au travail et le sens au travail. Du coup, que demande le peuple, quoi? Simplifions les choses. Il ne faut pas toutefois conclure que la qualité de vie au travail est moins importante pour eux, mais plutôt en déduire que l'effet de la qualité de vie sur l'expérience du travail est moins fort que la satisfaction de la clientèle et la qualité des produits et des services. Je me souviens d'une interview d'une personne d'une école d'ingénieur qui était ravie de travailler dans les égouts. Et c'est clair que c'est peut-être pas la qualité de vie au travail qui l'emporte sur l'expérience du travail, mais c'est la solidarité. Voilà, donc pour nous c'est important et je pense que c'est nécessaire de se rappeler ça. Il n'y a rien à faire, quoi. Si on sent que la personne est satisfaite d'un service rendu et qu'on est en face sur la qualité du produit et du service qu'on va délivrer, voilà. Ça amène à distinguer quand même ce qui est de l'ordre de l'industrie et des services, parce que quand vous produisez un bien, on est satisfait une fois qu'on utilise le bien et qu'on s'en sert, et donc on l'use. Si j'achète ma voiture qui doit avoir une révision tous les 15 000 km et je ne dois pas avoir de problème au bout de 130 000 km, si ça tombe en panne avant, je vais tout de suite porter un jugement sur la qualité des produits et des services. Quand je vais chez le coiffeur, et ça a été le cas à un moment on a décidé de changer de coiffeur en famille,
Les garçons, on était très contents, les hommes, on était très contents, et ma femme et ma fille qui y sont allés n'étaient pas contents. Parce qu'en fait, la question d'un service, c'est une prestation, c'est une expérience, et donc l'évaluation de la satisfaction d'un service se fait par l'expérience, contrairement à un produit. Voilà. Donc il faut aussi distinguer ça, sachant que de plus en plus, les entreprises font à la fois un produit et un service. Du coup, ça m'amène à vous donner quand même quelques éléments sur le confinement, parce que vous imaginez, mais on l'a tous fait, sans doute vous aussi, Edith, c'est-à-dire que pour nous, c'est un laboratoire de recherche inouï. Vous avez eu plein d'enquêtes à partir de fin mars. Tous les labos de recherche, on avait rêvé de mettre 100 personnes sur cloche pendant 6 semaines pour savoir ce que ça donne. Et attends, pas possible. Donc nous, c'était une chance, on ne le disait pas. Et vous avez été submergés de questions, on répondait pas. Donc nous, on s'est distingué. Hein. Je vous disais, il fallait s'innover. Là, on s'est concentré sur les cadres. Toute activité confondue. Et donc, les attentes sur le sens du travail se sont modifiées. Parce que plus de la moitié des personnes, alors de l'encadrement, hein, qu'ils soient experts ou managers, ont eu des besoins de clarification de sens. Et l'importance du sens au travail, c'est-à-dire du sens des relations que j'ai par le travail, ont pris le dessus sur le sens du travail que je fais. Alors, on a appelé cette enquête « Derrière les masques ». C'est une enquête qui a été faite entre le 26 mars et le 30 avril. Donc, vous voyez, c'est le 13 mars qu'on est confiné. Hein. 1650 répondants, avec 248 dirigeants numéro 1 de leur organisation, 730 cadres supérieurs, 707 cadres, tant d'organisations dans les secteurs du privé, du public et du monde associatif. Donc là, les universités, les hôpitaux, etc., les associations ONG en fait partie. Et nous avons voulu comprendre qu'est-ce que produisait le confinement sur la cohésion sociale, le sens au travail, les pratiques de management et les compétences acquises, nouvelles, et sur l'après-confinement. Je vous montre une diapositive. Je suis confiant sur le fait que le sens du travail sera un sujet abordé après le confinement, comme s'il y avait un avant et un après. Plus de la moitié des personnes. L'après, on l'attend toujours. On va plutôt l'avoir après la guerre qu'après le confinement. Ça, c'est clair. Je vais proposer des modifications dans la façon de travailler, plus de 50%. L'intérêt pour mes relations de travail a changé. Là, c'était très intéressant, puisque pour 52% des personnes, l'intérêt de relations au travail a changé. Je n'ai pas le détail ici. Pour 25% d'entre elles, donc ici plus de la moitié, ça a amélioré les relations au travail. Le confinement a amélioré les relations au travail. Alors, c'est le problème des enquêtes quanti, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi. Et enfin, on l'imagine. Prise en compte de l'intérêt personnel, pouvoir se mobiliser sur d'autres sujets parce qu'il fallait être agile, etc. Et l'intérêt pour mon travail personnel a changé, non, à 67%. Alors, je vais aborder avec vous maintenant sans doute le travail principal auquel nous arrivons et la conclusion de recherche depuis maintenant 6 ans. C'est de partir du travail pour considérer quand même que tout ce qu'on fait a 3 dimensions. Une dimension objective, subjective et collective. Ce que je fais en ce moment, objectivement, je vous présente des PowerPoint et je vous produis un discours, ce qui fait que ça produit quelque chose forcément sur ce que j'incarne et mon identité. Et il y a des ateliers après. Après, il y a un niveau d'échange ou pas, mais en tout cas, il y a des ateliers après qui vous embarquent dans une dimension collective du travail. Et par ailleurs, le sens du travail passe par 3 dimensions, dont une qu'on oublie. La visée du travail, alors en management, vous voulez parler, hein, c'est l'objectif, c'est la finalité, c'est la raison d'être, mais pour chacun d'entre nous, c'est la visée, c'est faire quoi? Ici, c'est répondre à une question qui rentre dans le cadre d'études ou de préoccupations, qui est QVT et conflit de valeurs. Donc, si cette visée, c'est ça, il faut reprendre le sujet pour viser et atteindre cet objectif. La signification, vous pouvez, par exemple, si je le donne pour la signification, ça s'appelle la signification d'une institution. L'école d'ingénieurs ICAM a une signification très forte. Elle est pas mal classée dans les classements, mais on va moins à l'étranger pour apprendre et faire des parcours Erasmus. Par contre, il y a une identité et une valeur très forte de ce que l'on fait, parce que c'est très centré sur des valeurs. Et tout ce que l'on fait, finalement, renvoie à des valeurs.
à un moment ou à un autre. Et la sensation, alors là, c'est ce par quoi passe mon corps parce que je fournis un effort. Voilà. Et la sensation au travail, on l'oublie en management. Alors voilà ce que ça donne. Le travail est vécu dans sa dimension objective, je vous le disais, parce que je produis un bien ou un service. Du coup, c'est valorisé par de la performance. Je suis content à la sortie de mon coiffeur ou pas, de la voiture que j'ai achetée, du cours que j'ai fait. Les interlocuteurs, les prestataires sont constants parce qu'il y a une performance qui est atteinte. Et du coup, ça va croiser le sens du travail, c'est-à-dire l'utilité, c'est-à-dire que j'ai des objectifs et des résultats attendus. Ça vient croiser la valeur du travail et donc la signification, c'est-à-dire qu'il y a une organisation matérielle et immatérielle, qui fait que là, on est dans une configuration avec certains qui sont présents, d'autres qui sont à distance. Et la sensation, c'est qu'il y a une satisfaction par rapport à des attentes que vous aviez avant de venir ici ou à ce qu'on vous a annoncé, et par rapport à des normes, qu'on soit dans l'industrie ou pas. Maintenant, ce travail que nous faisons est dans une dimension subjective. Et là, ça passe par la reconnaissance. Donc vous voyez le thème d'hier qui arrive ici. Et du coup, ça vient passer par nos motivations personnelles. Pourquoi j'ai dit à Edith, mais non, mais moi je viens, je ne reste pas en visio. Eh bien, je vais vous dire, en 2025, on envisage de passer notre retraite à Dijon. Donc je suis là. Je découvre, nous sommes venus déjà à Noël, nous allons venir plusieurs fois, nous avons un projet d'habitat groupé qu'on porte avec un couple ami. On prend le temps et on a envie de vivre autrement parce que ça nous rapproche de lieux familiaux, d'enfants. Voilà, c'est plus avantage sur des passages parce que quand vous êtes dans le Nord, ce n'est pas un lieu de passage. Dijon l'est sans doute beaucoup plus. On revient, je reçois un mail, je ne sais pas d'où ça vient. D'ailleurs, il dit, il faudra me dire d'où ça vient parce que je ne savais pas d'où ça venait le fait de m'inviter. Et je tombe des nues, je dis, mais il y a quelqu'un à l'université de Bourgogne, alors que je reviens d'avoir loué un petit studio dans le cœur de Dijon pour faire le tourisme, et on me dit, Laurent, alors que la qualité de vie au travail, ce n'est pas forcément mon truc au départ, mais tiens, il y a peut-être un truc, j'y vais, ouais, génial. Et pourquoi je viens ? C'est aussi pour ça. Donc vous voyez que la dimension subjective du travail, finalement, elle est très personnelle. Du point de vue de la sensation, sur l'identité, c'est la manière d'agir. Et là, vous voyez, manager, collaborateur, comment on agit entre nous, quoi. Et donc, les émotions que produisent, parce que si le travail, c'est viser quelque chose à faire avec un effort, ça a un effet sur les émotions. Et ça produit du plaisir ou de la souffrance. Et donc, pour moi, le bien-être ou le mal-être, c'est le constat d'une situation en tension, qui est une situation de gestion, qu'il faut bien gérer ensemble et qui produit plaisir et souffrance. Et dans la dimension collective, c'est valorisé par la solidarité. Alors du coup, vous voyez que selon les secteurs d'activité dans lesquels on est, la question de la solidarité n'est pas la même. Vous allez dans des startups où ils sont tous dans un bureau, ou vous allez dans une compagnie de théâtre, ou vous allez dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça n'a rien à voir. J'ai vécu en entreprise et dans des PME, arrivant dans l'enseignement supérieur, il est clair que les profs sont plutôt dans une culture où je délivre un savoir en tant que personne, et c'est très en lien avec mon identité, et que c'est beaucoup plus compliqué de créer de la solidarité et de la vie d'équipe quand vous êtes dans une culture, selon le type de culture, alors ça peut être l'enseignement supérieur, mais on est dans une usine industrielle qui fabrique des flacons, il y a une solidarité au four où on crée le flacon, c'est à plus de 1500 degrés, autre qui est inouïe, après le poste à 5h du matin, ils vont tous prendre une bière à côté de l'étang. Hein. Mais il y a une très forte solidarité. Mais il n'empêche que la dimension collective dont on a besoin, c'est partager des enjeux avec et pour les autres quant à l'utilité du travail. C'est, du point de vue de la signification, l'importance des relations interpersonnelles et de la sensation des expériences que l'on partage. Et là, je crois qu'avec ce que l'on vit actuellement, ce qu'on a vécu avec le Covid et ce que l'on vit actuellement avec cette guerre, il y a finalement un arrière-plan de la relation au travail, du sens au travail, qu'il faut vraiment prendre en main, et les managers et responsables d'équipe le prendre en main, parce que si on ne peut pas réintroduire dans le travail d'aujourd'hui, et des semaines et des mois et des années qui viennent, l'importance d'être ensemble sur ce collectif et sur ce lien,
on a le moral qui part en berne, parce qu'on peut se dire ça va bien, mais il y a un arrière-plan qui ne va pas. Du coup, pour moi, l'importance de réintroduire, et ça correspondait aux attentes sur le confinement, des situations du vivre ensemble le travail, et de pouvoir peut-être les uns et les autres, et peut-être dans l'enseignement supérieur, de se dire on se crée des occasions et on fait l'effort d'un bien vivre ensemble des expériences qui peuvent être souhaitées ou subies. C'est sans doute ça que je vous inviterai à reprendre peut-être pour vos ateliers, et je vais vous indiquer un peu comment. C'est une expérience très intéressante, je vais prendre quelques exemples. Comme quoi vous pouvez vous en servir. Voilà, parfois je suis un peu précipité dans ce que je fais, et donc hier, nous passons le week-end à Dijon, et donc j'ai réservé Airbnb. Et ma femme me dit, tiens Laurent, peut-être juste que tu réserves. Je fais ça hier soir à 18h. Réservation au centre Dijon du 18 au 20 mars. Je me dis, ouf, ça commence à grincer. J'essaye techniquement à joindre par téléphone la personne d'Airbnb qui me joigne, et je lui dis, je croise les doigts, est-ce qu'on peut le faire? Ben non, c'est impossible. J'habite dans la Nièvre. C'est mon mari qui bosse à Dijon de temps en temps, là on ne peut pas venir, etc. Comment fait-on? Je dis, ben, soit c'est perdu des deux côtés, puisque par Airbnb, ben, c'est perdu. Donc là, je vais dire des choses, j'espère que ça ne va pas remonter jusqu'à Airbnb. Je dis, mais on peut faire autre chose, parce que nous, on a un projet de s'installer à Dijon. On fait comme si on venait, et puis d'ici fin 2022 ou d'ici un an, on vous rappelle à l'avance. Et puis, ben, vous n'ouvrirez pas un créneau d'un week-end Airbnb, et puis vous encaissez l'argent et je viendrai. Voilà. Et en l'espace de 20 minutes, on a créé un échange d'une très grande qualité, on s'est un peu raconté nos vies autres. Il est sorti de là, simplement un mail et une grande confiance, puisque nous allons laisser, je crois que c'est 175 €. Elle va encaisser l'argent et on fait le pari que. Qu'est-ce qui s'est passé? Du point de vue de la performance et des objectifs, là, c'est clair que j'y suis pas. C'est donc, en termes de satisfaction par rapport à c'est moi qui ressens cette sensation-là. Alors, je suis assez habitué à prendre de la distance par rapport aux choses. Et je disais à ma femme, c'est quand même incroyable, elle était presque plus émue que moi qu'on ne puisse pas faire le week-end. Donc, c'est quand même, ça développe de la sympathie. En termes d'identité, voilà, ça me renvoie à ce que je suis et ce que je suis capable de faire quand je vais trop vite et que vraiment, c'est un manque de professionnalisme et dans les manières d'agir. Par contre, pour moi, ça n'a pas trop produit des choses parce qu'on peut toujours se débrouiller. Et du point de vue de l'enjeu avec et pour les autres et des relations interpersonnelles, là, il s'est créé quelque chose d'un lien. Voilà. Donc, c'est intéressant, je trouve, cette grille-là. Je pourrais vous le faire avec un prof plutôt profil universitaire, on va dire à l'ICAM assez classique, qui fait son cours. Et puis, ben, les retours d'étudiants ne sont pas très bons. Mais son discours, c'est de dire, mais les étudiants, de toute façon, dans une école d'ingénieurs, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à suivre un certain niveau. Et donc, du coup, c'est à eux de faire un effort. Et il faut qu'ils arrivent dans une compréhension d'enjeux théoriques. Voilà, mais donc, vous savez qu'il y a un écart entre satisfaction énorme et objectifs et résultats attendus. Donc, ça devient un sujet de management. Ça ne veut pas dire que le prof est nul ou autre, mais c'est un vrai sujet en tension. Donc, du point de vue du bien-être psychologique, si les évaluations ne sont pas très bonnes, ben, ça produit des difficultés. Autre exemple que je peux vous citer, peut-être pour des étudiants, mais vous prenez vos premières expériences de babysitting, quand on vous a confié des enfants à garder et que les parents partent et que la porte se ferme, et bien vous retrouvez ça. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, pour replacer la qualité de vie au travail, peut-être au début à la fin, c'est de dire, voilà, il y a les conditions du travail qui sont un prérequis avant de faire le travail. Et qu'il faut bien y réfléchir. Que le travail à faire, c'est agir avec et pour les autres dans un parcours semé d'embûches, et que donc le management s'en occupe et la question du sens est là. Et on aboutit à des conditions de travail ensuite. En tout cas, ça produit quelque chose sur les conditions de travail. Par exemple, vous avez expérimenté ce que donne de travailler ensemble à distance, donc ça produit des effets dont vous savez ce que ça peut donner, et qui après peuvent permettre des rebonds, par exemple, dans d'autres lieux. Alors pour terminer, passer par le management du travail. Ce que travailler veut dire et manager par le travail. Ce que travailler veut dire, alors pour nous, et on s'inspire entre autres de philosophe Ricoeur, c'est viser quelque chose à faire avec et pour les autres dans un parcours semé d'embûches. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une visée d'un avec et pour les autres,
et d'embûches, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas d'embûche, c'est qu'un logiciel peut le faire, c'est qu'une machine peut le faire. C'est un travail répétitif, à ce moment-là je le sais, mais pour nous, ce n'est pas un travail. C'est-à-dire que le travail a une valeur ajoutée, aussi minime soit-elle. Si je remplis un tableur, à moins que je remplisse et que les formules se fassent toutes seules, là je ne travaille pas, enfin je fais une tâche, mais ce n'est pas une activité, au sens où ça ne produit pas de valeur. Si par contre, à partir de ce tableur-là, je dois en tirer moi-même des conclusions, là je produis de la valeur. Donc il y a toujours une tension et un effort, et donc le travail n'est pas une tâche mais une activité, parce que derrière une activité, il y a une intention. La personne qui vient m'aider pour le ménage, si je lui dis il faut faire ça, ça, ça et ça, elle va le faire. Si je lui dis on reçoit des amis demain, je lui dis voyez ce que vous pouvez faire, et elle prend en charge une activité. Et alors, du coup, la grande distinction qu'on a en management, je vais vous faire quand même un petit couplet là-dessus, c'est qu'on parle de management des hommes et de management des organisations. Et pour nous, c'est un gros risque, parce que quand vous parlez du management des organisations, alors surtout dans l'industrie, mais vous voyez avec les plateformes Uber ou autres, le management des organisations, c'est un homme est dans un poste, il a son efficacité, c'est le poste qui détermine son efficacité. Et l'efficacité de l'ensemble, c'est l'articulation des postes entre eux. Et dans l'industrie automobile, on appelle ça le lean management. Ça, c'est une chose. Mais on parle beaucoup et de plus en plus du management des hommes, et notamment depuis les années 2000, parce que la place de l'individu est importante, et le risque serait d'être trop là-dessus. Et du coup, quand on est manager, et je l'ai vécu, vous allez voir un collaborateur, vous avez en tête une préoccupation qui va être, soit il y a un problème d'efficacité et d'organisation, soit il y a un problème de « ça va pas ». Le risque d'avoir en tête uniquement le management des hommes et des organisations, c'est que la discussion porte sur comment ça va. Or, il n'est pas demandé dans le contrat de travail que j'ai que le manager vienne d'entrée de jeu avec cette question-là, sur ma météo, mes états d'âme, ma sensation ou autre. C'est-à-dire que rentrer comme ça comme manager, c'est un parti pris. Ça ne veut pas dire, on va le voir, que le collaborateur ne peut pas l'aborder, au contraire. Et arriver en disant, mais ça ne marche pas bien, c'est le management des organisations. En tant que manager, c'est une posture que nous trouvons un peu gênante. Ça veut donc dire quoi, le management du travail? C'est d'arriver en disant, comment ça se passe ton travail? Parce qu'en disant ça, le collaborateur, lui, va dire, mais écoute, ça ne va pas bien. Et il va entraîner sur la question de l'homme au travail et de la façon dont il travaille, où il va dire, je suis désolé, ça ne fonctionne pas bien, parce que entre ce qu'il y a marqué là, ce que vous faites et ce que vous dites, et ce qui se fait là, ça ne marche pas bien. Voilà. Et donc le gros enjeu, on est plusieurs à se mobiliser là-dessus, c'est de venir en mettant au cœur le management du travail ou par le travail. Parce que c'est ce qu'on a à produire, ce bien et ce service qui nous mobilise et sur lequel on est prêt à faire un effort. Ça veut dire quoi, tout simplement? C'est comment ça se passe, ton travail, c'est offrir au collaborateur la liberté de ce qu'il veut dire, du point de vue de ce qu'il vit, et bien sûr du bien-être et du mal-être psychologique. Mais aussi pour aider le problème, à poser le problème et les enjeux, c'est-à-dire ce dont on souffre. C'est de ne pas arriver à poser clairement quel est le problème à résoudre, parce que celui qui nous vient, et vous pourriez faire l'effet avec notre imaginaire, c'est parce qu'il y a des enjeux perso, collectifs, d'émotions, et moins de problèmes factuels. Donc il s'agit d'aider à poser le problème, les enjeux pour savoir à qui il appartient, et parfois on devrait se retenir parce qu'on s'occupe de problèmes qui ne nous appartiennent pas. Alors on peut dire c'est préoccupant, mais ce n'est pas à moi de t'en charger. Et de savoir combien de temps on a pour résoudre le problème. Voilà. Ça, c'est deux notions importantes. Et ça vise à accompagner la prise de décision et le discernement, qui est un autre sujet qu'on développe et vous faites le lien avec la question du choix. C'est un vrai sujet collectif, c'est comment ensemble on effectue un choix, parce qu'on distingue choix et décision. Choisir, c'est préférer une option, et décider, c'est la mettre en œuvre. Donc comment fait-on dans la relation hiérarchique et entre collègues pour passer du temps à essayer de bien choisir par rapport à un problème qui est bien posé, dont on sait qu'il nous appartient et qu'on a jusqu'à telle date pour faire un choix. Voilà ce que j'avais à vous dire et je suis curieux de voir ce que ça donnera dans les ateliers. Merci à vous.